moi ça me paraissait énorme. Je viens d'une famille standard où on n'a pas particulièrement l'habitude d'entendre des gens payer plusieurs milliers d'euros par mois pour des services. Aujourd'hui, je reçois quasiment une demande par jour sur Insta de gens qui veulent du montage. Ah ouais. Je devais reprendre en septembre dernier des études. J'ai fait le premier jour, en rentrant chez moi le soir, j'ai dit bah non, en fait je vais pas faire cette année, ça a changé ma vie. Mais celui qui va le plus réussir, c'est celui qui en veut, qui a vraiment la dalle. C'est une certitude. Il y a très peu de chances que je revienne habiter en France. Si je pars, c'est pour aller ailleurs. J'ai visualisé longtemps ma réussite. Et je considère pas aujourd'hui que j'ai réussi, mais je considère que j'ai atteint la liberté. Moi, les seuls moments où j'ai été meilleur en montage, c'est quand j'ai dû effectuer. Je vous coupe une petite seconde avant le début de ce podcast. Comme vous l'avez vu dans l'intro, ça va vraiment être hyper intéressant. À votre place, si vous aimez le montage vidéo et vous avez envie de comprendre un peu comment entreprendre, comment prendre les bonnes décisions et faire les bons choix en fait pour tout simplement réussir votre début de carrière et voire même l'upgrade, n'hésitez pas, vous allez avoir beaucoup de valeur. Et pour tous ceux qui veulent être monteurs, nous, on est allumé de personnes qui cherchent des monteurs. Sauf qu'on n'a pas assez de quantité de personnes. Donc si jamais tu veux être monteur et être rémunéré entre 1000 à 1500 voire 2500 euros par mois en fonction du temps que tu as et de tes compétences, il n'y a pas de compétences requises à la base. Tu as juste à prendre rendez-vous en bas dans un appel gratuit. Nous, on recherche des monteurs constamment. N'hésite pas à postuler et on voit si ton profil il match avec ce qu'on a mis en place. Sur ce, je te laisse avec la suite de la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines. Et on se retrouve tous les mercredis et dimanches à partir de maintenant. Bon Erwan, comment ça va? Bah écoute, ça va super et toi? Impeccable. Ouais, c'est vrai, je perds déjà mes mots, je suis ému. Bah ouais, non mais c'est ça. Là, on est à Bali. Toi, ça fait combien de temps que tu vis là du coup? Ça fait 1 mois et quelques jours, moi je dirais 1 mois et 2 semaines. Ok. À peu près. Donc c'est tout frais. Ouais, c'est tout frais, c'est tout nouveau pour moi. Première fois en Asie, Ouais. première fois au vrai chaud, à l'endroit où c'est plus chaleureux, vraiment intéressant. Donc ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Bah en vrai, pour avoir expérimenté là pendant 20 jours, je trouve que l'endroit c'est un des rares endroits où tout est réuni sans qu'il y ait vraiment de points négatifs en fait. Ouais, totalement. Parce que le seul point négatif, s'il fallait en trouver un, c'est que c'est loin de l'Europe, donc d'où on vient. Donc pour aller voir la famille ou tout ça, c'est un petit peu plus complexe, mais en soi... Ouais, et puis en plus, c'est un endroit qui, malgré le décalage horaire, reste accessible. C'est-à-dire avec la France. T'as des endroits comme, j'en parlais hier avec un ami, aux États-Unis, ils ont parfois 12 heures, 14 heures. Ouais, c'est trop. Et tu peux pas en fait travailler avec le côté Europe. Là, nous, ça reste accessible. L'endroit est génial, le paradis, Ah mais de fou. tout. Parce C'est que génial. moi j'aime bien justement ce truc-là, c'est que le matin je me lève. En fait ici, c'est presque naturel, tu te lèves tôt en fait, vu qu'à 18h30 il fait nuit quasiment. Ouais, c'est ça. Tu te lèves tôt. Moi ce qui m'arrive rarement habituellement, à Marrakech tu vois je me lève tard en général. Et du coup pendant, je vais dire au moins 6 heures avant que les gens ils se lèvent, t'as pas de distraction, tu peux bosser. Carrément. Et c'est-à-dire que eux, quand tes clients ils se réveillent, ils ont déjà tout qui est livré et t'as plus qu'à faire des feedbacks dessus. Et je trouve que le workflow comme ça est vraiment trop bien. Ouais, cette time difference, justement, au début, je l'ai ressenti beaucoup. Ouais. Parce en France, j'avais un peu de mal, moi, à me lever assez tôt. Donc déjà, j'avais un retard de fou par rapport à des clients que j'ai ici à Bali. Et en plus, mais quand je suis arrivé ici, bon, tout de suite, je me suis rythmé au rythme du soleil, au lever du soleil, tout ça. Donc en fait, à 7h, on va dire 6h30, 7h, je suis réveillé naturellement sans réveil. Donc c'est déjà un meilleur réveil, c'est beaucoup plus cool. Ta journée, elle commence, tu sais que tu commences à bosser, tu fais ce que tu as à faire, au moins les tâches principales. Et d'un coup, tu te retrouves à recevoir un message à je sais pas, 14h ou 15h ici, d'un de tes associés ou d'un de tes clients qui commence lui sa journée. Et du coup, tu as vraiment cette sensation d'avance déjà de base. 100%. Ça, c'est incroyable. J'aime beaucoup. C'est royal. Je trouve que ça c'est un vrai avantage pour être à l'aise. Parce que tu vois, par exemple, moi je sais que sur mes sorties de vidéo, les 3 quarts du temps avec les clients, c'est le soir à 18h. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est à dire qu'à 18h, bon, du coup, il est assez tard chez nous, mais du coup, il est minuit. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire qu'avant que ce soit posté, si dans le dernier moment, il y a une correction à faire ou quoi, tu as largement le temps parce que tu as déjà fait toute ta journée, tu n'es pas dans le rush du reste. Et ça, c'est très une agréable. certitude. J'aimerais bien du coup que tu dises un peu ce que tu fais. Ouais. Parce que du coup, c'est pas un hasard si on est là tous les deux aujourd'hui. Bah, je vais partir du début, de la base. Quand j'étais étudiant, je voulais lancer une petite activité. Je voulais lancer quelque chose, etc. Bon, je savais pas trop quoi faire. Au début, j'avais tenté un peu les premiers trucs à la con que tu vois passer sur internet, le trading, des conneries comme ça. Sûr. Après, j'avais commencé à vouloir faire des sites web.
mais j'avais du mal avec cette idée d'aller vouloir vendre un site web à des prix du marché réellement, parce que pour moi ça me paraissait énorme. Je viens d'une famille standard où on n'a pas particulièrement l'habitude d'entendre des gens payer plusieurs milliers d'euros par mois pour des services. C'est vraiment le truc complètement à part. Ouais. Et par la suite, je rencontre mon associé, enfin du coup Samuel, avec qui j'ai commencé à travailler en freelance avec lui, avec son agence. Et en fait, aujourd'hui, je fais de la communication, mais je fais principalement de l'expertise en stratégie marketing. C'est-à-dire que je m'occupe de développer des personal branding pour des entrepreneurs. Je travaille très peu avec des entreprises, je fais principalement pour des entrepreneurs ou infopreneurs, etc. Et donc l'objectif, c'est de créer, donc faire grandir leur compte, mais à la fois d'éduquer leur audience et en plus de ça, de convertir sur leurs produits. Donc c'est globalement là-dessus que je suis spécialisé. Et toi, tu bosses beaucoup sur le montage du coup. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de montage. Actuellement, je suis encore beaucoup sur le montage parce que j'ai pas encore trop délégué. Donc là, pour l'instant, je suis encore dans l'opérationnel global tant que je peux encore le faire. Bien sûr. Par la suite, là, ça va commencer à être la phase où je vais commencer à déléguer des tâches pour rester principalement sur ma zone de génie, c'est-à-dire la stratégie. Parce que le montage, j'adore ça. Ouais. Mais globalement, à la fin, quand tu as fait 4-5 montages sur ta journée, t'as envie d'autre chose. Enfin voilà, en plus le montage c'est très énergivore et même bien que j'apprécie, que constamment j'apprends à des nouvelles compétences et je me forme entre deux, etc. Je kiffe ça. Mais du coup, à force, bon, le montage c'est cool, mais quand il y a du fond et des résultats vraiment sur de la stratégie, c'est plus intéressant. Complètement. C'est plus stimulant parce qu'en soi, en fait, c'est très solitaire le montage. Ouais, totalement. Alors que un profil plus comme toi, je pense qu'on est à peu près pareil là-dessus. C'est que t'as envie d'être au contact avec le client, d'être force de proposition, de mettre en place les choses, de gérer un peu tout l'opérationnel, ce qui va se passer. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus stimulant à ce moment-là, quoi. Ouais, carrément. Donc là, ça fait concrètement combien de... Parce que c'est en mois là actuellement que tu t'es lancé. Ça va faire un an, ça fait un an. Ça fait un an au mois d'août. J'ai arrêté, je devais reprendre en septembre dernier des études. J'ai fait le premier jour. Et en rentrant chez moi le soir, j'ai dit non, en fait, je vais pas faire cette année. J'ai juste fait la première journée, j'ai compris que si je me lançais là-dedans, je me lançais pour une année de plus. Et ayant dans la tête déjà depuis longtemps l'envie de lancer quelque chose, je me suis dit non, en fait non, j'ai tout arrêté, le lendemain je suis pas retourné. Ok, t'as arrêté et t'avais déjà lancé ou t'as arrêté? Ouais, ça avait déjà commencé, mais je pensais pouvoir gérer les deux. Et je me suis rendu compte dès la première journée que non, je ne gérerais pas les deux. Parce qu'en fait, tu t'es retrouvé à aller en cours et la seule préoccupation que tu avais en tête, c'est putain, il faut que je fasse ça, et et en je vais plus, pas avoir le temps. c'était même pas en études. Enfin, si, c'était des études, mais j'étais en alternance. Et j'ai commencé par l'entreprise. C'est-à-dire que tu bosses du matin, en plus, je terminais à 17h. Après, je prenais les transports, donc j'arrivais chez moi à 18h30. À cette heure-là, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Ouais, tu as fait ta journée. En plus, je faisais du design sur Illustrator toute la journée. Je peux te dire que c'est pareil. C'est énergivore. Ok. Ah ouais, donc forcément. Ok. Donc ça t'a permis vraiment de te dire ça y est, c'est fini, je me lance. Ah ouais, totalement. Et je suis curieux de savoir au bout de combien de temps tu as pu avoir un revenu qui te permettait d'être autonome, en tout cas déjà. Alors si je réfléchis comme ça, j'avais la chance de jamais m'être senti trop en insécurité parce que j'étais chez mes parents. Ouais. Donc au début, je prenais entre 400, 600, 800 euros par mois. Pendant combien de temps Les 4-5 premiers mois. Okay. Parce que j'étais pas beaucoup... Enfin, j'étais aussi dans la découverte un petit peu du monde entrepreneurial. Aujourd'hui, les compétences et le mindset que j'ai acquis aujourd'hui, c'était pas du tout le même avant. Donc avant, pour moi, c'était compliqué de me dire je vais aller prospecter un client, envoyer un message. Tu sais, j'ai l'impression de gêner quand j'allais envoyer un message. Ou essayer de faire un call de closing. Pour moi, c'était la panique, tu vois. Ouais. Donc ça a pris du temps. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que si tu veux vraiment te développer, il va falloir vraiment te mettre dans des situations un peu inconfortables. Donc à un moment, on a été un peu plus à l'audace et donc on a trouvé des nouveaux clients. Et donc là, ça a commencé à venir. Donc je dirais que les 4-5 premiers mois, c'était un peu moins de 1000 euros. Je suis passé un peu plus de 2000 euros assez rapidement entre les 5 et 8 mois d'activité. Et à passer 8 mois d'activité, ça a été le step-up et j'ai monté à 3000 et parfois même à 4000 euros par mois. Et donc aujourd'hui, je tourne là-dessus à peu près. Ok, trop bien. Donc si tu dois lisser sur une année complète, vraiment en partant de débutant complet, on va dire tu es quasiment à du 1005 par mois lissé à l'année 2000, un 2000, petit 2002, okay, un petit 2000-2002. Ouais. Trop bien. Ça. C'est pas mal en vrai. Ah ouais, franchement. Un début d'activité comme ça en full autonomie, c'est très cool. Ouais, ça a changé ma vie. La preuve, on est à Bali. J'ai envie de te dire. Et là, il n'y a pas mieux. Hein. Ça a changé ma vie. Là, pour le contexte, t'as quel âge?
Là, je viens d'avoir 22 ans il y a quelques jours. Ok. Donc, on est le 14 septembre, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, je l'ai eu le 9 septembre, 22 ans. Incroyable. C'est beau, à 22 piges, d'être à l'autre bout du monde, par tes propres moyens, ta propre réussite, c'est beau. Et comment t'as fait, ça a été quoi un peu ta démarche au début pour trouver ton premier client? Vraiment le tout premier, aussi bête que ça puisse être quelqu'un de ta famille ou quoi que ce soit, tu vois, c'était quoi le tout début? Ah, c'est assez marrant. J'ai toujours été dans la... Très rapidement, j'ai dit aux gens, aux personnes à qui je proposais mon offre, écoutez, je suis bon dans ce que je fais. Et je disais toujours que j'étais en capacité de les délivrer, même si fondamentalement dans ma tête, à la fin, je me disais non, en fait, je sais pas si je peux les délivrer. Mais sauf que je préférais enchaîner sur l'idée qu'à la fin, en gros, je leur disais écoutez, je suis très bon dans ce que je fais, vous avez besoin de moi, je peux vous apporter ça. Et moi après, je passais mes soirées à être en mode comment je vais les délivrer. Et vraiment, c'était comme ça que ça a marché au début, un petit peu vraiment à l'audace et au cran, tu vois, on va dire. Sinon, après, c'est principalement de l'apport d'affaires. Ok. Ça a marché au début et après, ça lisse. Et puis, en fait, les gens, ils voient quand une personne, elle évolue sur les réseaux sociaux. Donc forcément, ah bah putain, je vois ton compte, il y a 3 mois, tu étais là, tu commences à développer tant d'abonnés, etc. C'est cool. C'est qui gère ça avec toi? Et puis ça va assez vite. Ça parle beaucoup dans ce milieu. Hein. Ah, c'est petit, hein. Énormément. Tout le monde se connaît. Hein. Dès que tu fais un faux pas ou au contraire que tu es bon, tout le monde le sait, donc c'est important de faire très attention. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'en fait, en premier lieu, que tu sois bon ou pas, ce qui fait que tu réussis, c'est la confiance que tu as en toi au début. Parce que j'ai même des élèves, moi dans la formation, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui n'ont pas peur d'y aller. C'est vraiment ouais, c'est vrai. Limite, c'est pas le cas, hein, mais limite, ça pourrait être le plus nul de tous, mais celui qui va le plus réussir, c'est celui qui en veut, qui a vraiment la dalle. C'est une certitude. Et ça rejoint ce que tu dis. Moi, comment j'avais commencé? Je crois que c'était l'entreprise de ma mère qui avait besoin d'une vidéo. J'avais un appareil mais pourri. Je leur ai fait une vidéo et ça m'avait permis d'acheter mon premier stabilisateur après. Ok. En gros, ils m'avaient payé en m'achetant le matériel, si tu veux. Ok. Et je crois que c'était comme ça, mais en mode... en vrai, j'avais aucune légitimité. Franchement, c'est digne de ton oncle qui filme le Noël avec son caméscope, ce que j'ai fait. Et pourtant, j'y suis allé et ça m'a permis de me lancer. Tu vois, je pense qu'il faut avoir de l'audace, faut pas avoir peur, faut se lancer. Et au pire, qu'est-ce que tu risques? En fait, c'est un truc qui, selon la situation dans laquelle on est, on ne le comprend pas de la même manière. Moi, j'ai pris longtemps, parce que ça fait quand même peut-être maintenant 5 ou 6 ans que je suis dans cet esprit de « Ah, un jour, j'aimerais développer quelque chose ». Mais j'étais toujours passif. Même si j'ai cette envie, j'étais toujours passif parce que je ne le faisais pas et j'avançais pas dans le… Par exemple, quand je te disais, j'ai voulu créer ma première boîte où je voulais faire du site web, j'ai passé tout mon temps à essayer d'améliorer mon site web, mon logo, mon petit truc à la con. Tu vois, c'était vraiment le 20-80 rincé où tu as l'impression que tu avances, mais tu n'avances absolument pas. Ça. Plutôt que vraiment d'aller dans le dur sur des choses sur lesquelles, oui, c'est vrai, ça fait bizarre, des fois au début d'aller contacter vraiment, de passer un appel à une entreprise ou à quelqu'un, etc. Mais c'est ce qui fait avancer en fait. Objectivement, c'est ce qui fait avancer. C'est comme dans tout, c'est si tu veux apprendre un sport ou quoi que ce soit, c'est bien de venir au cours de sport et de regarder les gens faire, mais tant que tu passes pas à la pratique, certain. T'avances pas. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. Parce que, en fait, moi, c'est ce que je dis à certains de mes élèves aussi, c'est vraiment. Il y en a maintenant, ils ont appris la compétence, mais ils n'arrivent pas à trouver de clients. Et je leur demande, mais combien de messages vous avez envoyés? Est-ce que vous passez vos journées à prospecter? Ah bah non. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas fondamentalement ce qu'ils font dans leur journée, mais la seule chose qu'ils devraient faire, c'est prospecter, s'il faut envoyer 1000 messages par jour, mais ils ne le font pas. Et en général, les gens, l'étape. Bon, c'est pas moi qui le dis et qui l'invente, mais ce que tu recherches, la magie que tu recherches dans le résultat, c'est dans le travail que tu remets à plus tard. Que tu fais pas même. Oui, voilà. Que tu fais pas. Exactement. Et c'est bête. C'est tellement bête parce qu'en vrai, la différence entre toi qui as réussi et un mec qui veut se lancer dans la même chose et qui n'y arrive pas, ça se joue peut-être à un message de prospection. Ouais, je suis d'accord. À une opportunité ou à un coup d'audace, tu vois. Ouais, c'est une certitude. Et c'est con. Parce qu'en soi, alors sans dénigrer ou quoi, mais t'as rien de plus que n'importe qui autour de nous. J'ai rien de plus que n'importe qui autour de nous. Les mecs qui sont bien plus loin que nous, c'est pareil. C'est juste un moment, quand tu reprends à l'origine, à la base de comment est-ce que ça s'est fait, c'est j'ai dit que j'étais capable et en fait pendant 3 heures, toute ma nuit, j'étais en train de passer à trouver une solution parce que je savais pas faire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, je pense que les gens, ils attendent trop le bec ouvert à ce qu'on vienne leur mettre la nourriture dans la bouche et ça vient pas.
Ouais, et puis en plus, je dirais même que c'est la meilleure façon d'apprendre et d'évoluer en compétences que de proposer à des gens des services, ou du moins un résultat, que tu n'as pas la totalité de. Tu sais pas totalement comment tu vas le faire, mais tu vas un peu te démerder à essayer de créer de toutes pièces la chose, à essayer de rendre un résultat satisfaisant pour le client. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de monter en compétences réellement. Exact. Parce que tu peux passer ton temps à te former, à essayer de te dire bah là je vais essayer d'être meilleur en montage, donc je vais regarder des vidéos, ok je vais tester ça. Ensuite je vais essayer d'être meilleur en stratégie, donc je vais regarder aussi des vidéos, je vais essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Ouais ok, mais si t'es pas dans le dur à devoir en plus des fois avoir ce petit stress de deadline, tu sais, parce que tu dois délivrer quand même, 100%. je pense que c'est le meilleur moyen de monter en compétence. Ah bah d'être confronté au réel, il n'y a pas mieux. Parce que, effectivement, comme tu le dis, c'est... Si je dois refaire une analogie, c'est vraiment comme si tu étais militaire et que tu faisais que des entraînements et tu vas jamais sur le terrain. Ouais, Le moment où tu es tellement. sur le terrain, tu es tétanisé. Tu sais plus, c'est plus du tout tu risques ta vie pour de vrai. Déjà, ce paramètre-là, il est hyper important. Ou c'est, je sais pas, tout bête, mais tu peux t'entraîner pendant des années à faire de la plongée ou à retenir ta respiration hors de l'eau. Le moment où tu mets ta tête dans l'eau, peut-être que tu peux être envahi de stress ou des trucs comme ça. Ah oui. Et ben c'est que ça. En fait, c'est vraiment que le moment où tu es devant le client, il te pose une question, tu es en mode qu'est-ce que je dois répondre là, je suis perdu. Et en fait, c'est normal, il faut passer par là. Et le prochain, bah, là-dessus, tu n'auras plus de problème. Et il va te poser un nouveau problème que tu n'auras plus ensuite. Et à la fin, c'est comme ça que tu es capable d'arriver face à un client, comme si tu étais avec ton pote, tu es installé comme ça. Mais totalement. Bon, bah alors moi, je te propose, je te fais ça, on met ça en place. Voilà les résultats qu'on a eu, voilà ce que ça va faire. Ça a l'air de fit avec tes besoins. Ok, c'est parti. Et basta. Mais c'est marrant, tout fonctionne par étapes et par step de réalisation mentale. Et tu sais, tu réalises des passer. choses. Et ouais, c'est ça. T'auras beau dire à quelqu'un, tu vas voir ça comme step, tant que t'es pas confronté au step, tu passes pas. Ouais. 100%. Toi, ça a été quoi le plus gros step qui, selon toi, t'a propulsé dans ce que t'as aujourd'hui? Bonne question. Très très bonne question. Ça peut être par rapport à l'argent, par rapport au travail. Ouais, c'est par rapport à l'argent, je pense. Je pense que c'est par rapport à l'argent. C'est quand j'ai commencé à être en capacité d'avoir des clients complets sur lesquels je pouvais vendre des offres à 2000, 3000 euros par mois. Et que je me suis rendu compte que, comme je disais au début du podcast, moi je suis dans un milieu où payer 2000 ou 3000 euros par mois, ça paraît énorme pour, comme ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte j'avais élargi mon schéma de pensée sur l'idée qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en capacité, parce qu'ils ont des activités qui leur génèrent beaucoup d'argent et qui sont en capacité de payer ça, et que pour eux, ça reste assez raisonnable. Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que en fait, j'avais juste la cible que j'avais, c'était pas la bonne sur le moment. Parce que je me disais, ouais, mais ok, c'est qui que je vais aller chercher à 2000 euros, 3000 euros par mois? Parce qu'avant, j'aurais jamais osé facturer à ce prix-là, tu vois. Bien sûr. J'avais cette crainte de, mais qui paye ça? Et en fait, plus ça va, et du coup, bah oui, c'est ça. Quand j'ai commencé à avoir justement ces clients qui payaient ça, je me suis rendu compte qu'en fait, bah oui, il y a moyen. Donc du coup, un deuxième, ça fait tant, un troisième, ça fait tant. Et là, je me dis, bah en fait, tu réalises, tu montes vraiment. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu changes de cours un peu. Ouais. Ouais, c'est que ton référentiel à l'argent n'était pas du tout celui que tu as aujourd'hui. Ouais, c'est ça, totalement. Ouais, 100%. Ben, en fait, ça, tu le comprends que quand tu le vis, que tu te rends compte qu'à un moment, en fait, tu peux faire des chiffres qui, en fait, peuvent sembler ahurissants pour des personnes, qui pour d'autres sont rien. Chacun a son référentiel. En fait, le piège, c'est qu'aujourd'hui, on nous a fixé un référentiel depuis qu'on est petit. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. De tes parents, c'est en général la même situation. Avoir des parents qui gagnent 10 000 euros par mois, ça existe pas ou peu. Partout. Moi, mon père, en l'occurrence, gagne plutôt bien sa vie, mais on n'est pas à 10 000 euros non plus par mois. Tu vois, même moitié moins. Au moins. Donc, ça reste. Tu vois, même un parent qui gagne 5 000 euros par mois, ça reste un très très bon salaire. C'est un salaire de cadre, voire de directeur pour certains, ça dépend vraiment. Et pour arriver à des sommes pareilles, c'est à 40-50 ans, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc quand tu as un trou du cul à 21 ans qui vient de dire « Ah bah moi je fais 4 000 euros par mois avec 2 clients », pour les gens c'est compliqué à comprendre. Ah oui, c'est compliqué. Et du coup, sortir de ce référentiel, ça m'a ouvert des portes mentales. J'entends vraiment par là, ça m'a ouvert mon paradigme. Tu sais, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à me rendre compte que c'est possible que tous les mois, en recurring, avec des process,
je délivre comme ça, les clients sont satisfaits et en plus de ça, ils me recommandent. Ça veut dire que tu te rends compte déjà tu prends confiance sur toi, sur ta compétence. Tu te dis, ah ok, en fait, ma compétence, c'est cette valeur-là. Au début, tu mets du temps à mettre de la valeur sur ton produit ou ton service. Et je pense que c'est comme ça pour toutes les personnes qui commencent. Au début, tu mets pas beaucoup de valeur, tu sais. Et au fur et à mesure, je pense, le fait d'avoir ses premiers clients, donc d'oser, comme on disait au début, c'est la confirmation de, ok, ton produit vaut tant. Et il peut se valoriser à tant. 100% d'accord. C'est vraiment ça, parce qu'au début, en fait, tu te vends mal parce que toi-même, tu n'es pas sûr. Bah, c'est ça. Donc, c'est un peu en mode, c'est soit tu as l'impression de mentir au client et en général, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise comme ça. Et puis, tant mieux, c'est tout à ton à ton honneur de ne pas être à l'aise à mentir aux gens. C'est vraiment pas le but. Mais je te rejoins complètement sur le fait qu'effectivement, et même tout au long en fait, de ton évolution, tu as vraiment des changements de paradigme sur qu'est-ce qui est réellement réalisable. Et à partir du moment où tu comprends que tu omets le côté financier et qu'en fait tu es seulement dans un transfert de valeur, à savoir toi tu as une problématique, quelqu'un d'autre va venir te la résoudre. Et aujourd'hui on le monétise avec de l'argent. Demain ça se trouve ce sera avec des cartes SD ou du SD ou du stockage. Peu importe ce que ça peut être. Tant qu'en fait, en échange de ce dont toi tu as besoin, de l'argent pour faire tourner ta boîte, etc., tu délivres au mec ce qu'il lui faut pour développer son truc aussi, il n'y a pas de raison tant que le prix est à la hauteur de Et c'est tellement logique. Quand tu fais construire une maison, ça te coûte cher. Mais parce que derrière, il y a des matériaux, c'est un toit sur ta tête, c'est un indispensable dans ta vie qui va peut-être te durer toute ta vie techniquement. Bien sûr. Donc quand tu mets 100 000, 150 000 euros, 200 000 euros dans une maison, ça a sa valeur parce que ça a une valeur aux yeux des gens que d'avoir un toit sur la tête, d'être serein sur l'endroit où tu vis. C'est le besoin primaire en plus. Exactement. Pareil pour la nourriture. C'est tout pareil. Tant que la valeur... Toi, tu peux acheter une bouteille d'eau à 50 centimes dans un grand magasin, tu vas la payer 3 euros dans l'avion. Ouais. Et pourtant, c'est la même chose. Mais c'est juste qu'au moment où tu es, la valeur qu'a l'objet est plus importante en fonction de ton besoin. C'est ça. Donc, aller mettre. Là, tu vois, par exemple, le dernier accompagnement que j'ai payé 8 600 euros. C'est la première fois que je payais un truc aussi gros. Même dans des vacances, ça m'est arrivé qu'une fois de mettre plus que ça dans des vacances. C'est énorme. Et pourtant, je sais que je le vois comme un investissement. Tu vois ? Je pense que toi aussi, ça doit être pareil quand tu utilises un outil, quand tu vas payer un rendez-vous avec un mec ou un séminaire ou quoi que ce soit, c'est pas une dépense, c'est un investissement dans ce cas-là. Tu achètes un t-shirt, c'est une dépense. C'est ça. Toi, justement, tu as eu ce step de référentiel à un moment donné dans ton début d'activité, milieu ou même maintenant ? Surtout maintenant. Surtout maintenant ? Surtout maintenant, dans le sens où, tu vois, l'autre jour, j'ai payé 1 500 euros pour, avec un mec qu'on refasse mon notion. J'ai lâché 1 500 euros comme si j'avais rien dépensé. Oui. Et là, je me suis dit, waouh, ok, ça me fait rien. C'est-à-dire que c'est même pas en mode je me force à pas ressentir pour me dire waouh, c'est où j'ai lâché 1500 balles et je fais genre que ça me fait rien. Là, c'était vraiment en mode ok, normal. Là, je vais avancer là. 8600, c'était quand même une belle somme, mais enfin. C'est comme quand tu achètes un truc, tu essaies de rationaliser ton achat. Les 1 500 euros, j'ai pas eu besoin de les rationaliser. Pour moi, c'était une évidence. Les 8600, il y avait un peu plus de stress parce que la somme était plus importante. Mais fondamentalement parlant, ça s'est estompé très vite. Au bout de 2 semaines, j'ai triplé l'investissement que j'ai fait. Ça, c'est magnifique. Donc, c'est beau. Donc là, aujourd'hui, le shift qui se passe dans ma tête, c'est de me dire que là, clairement, on a passé 20 jours à Bali. J'ai rien compté de ce que j'ai dépensé. Enfin, je sais ce que j'ai dépensé, mais je ne me suis jamais dit non, je prends pas ça parce que c'est trop cher. On n'a pas fait des folies non plus, mais on a mangé au restaurant midi, soir et même le matin pour les petits déj ou quoi. On a pris, tu vois, l'endroit où on est, limite, c'est le moins bien de tout ce qu'on a pris, si tu veux, parce qu'on était à la fin. Et on s'est dit, on veut vraiment être dans le centre pour voir les gens, c'est moins pour l'espace. Mais sinon, on était dans des endroits avec piscine systématiquement, avec la cuisine, tout, des petites villas en fait systématiquement. Et on a payé par jour, et pourtant c'est pas tant que ça, 70 à 80 balles par jour par logement. À deux. Ouais, après je paye tout seul. Ouais, mais ça c'est... Mais c'est correct de fou. C'est correct. C'est correct. Et du coup, en fait, sur ça, on n'a pas compté. Sur les restaurants, on n'a pas compté. Sur les activités, on a fait de la plongée, une randonnée pour monter le volcan. On a fait du comment ça s'appelle ? Du rifting, je sais plus quoi là, dans l'eau là, dans les rivières. Ah, rafting. Ouais, c'est ça.
On a fait ça, on s'est acheté des vêtements. Non, franchement, On peut en parler si tu veux de Bali. Hein. T'en as pensé quoi, toi? moi j'ai adoré. Ah ouais? Franchement, en fait, on se tâte. Nous, il y a 3 options par rapport au fait de bouger l'entreprise. Soit Dubaï, soit Bali, soit on reste à Marrakech. Ok. Donc j'ai vu un comptable à Dubaï, j'ai vu un comptable ici et on veut en voir un à Marrakech pour voir. Parce que Marrakech et Bali, en soi, clairement, s'il n'y avait pas la tâche familiale de Majda, il n'y aurait même pas la question qui se pose, Bah, on se casse forcément. ici. Mais Majda, elle est prête à venir ici aussi. Tant qu'on partage dans l'année, tu vois, à la limite, on fait 6, 7, 8 mois ici Ouais. et le reste à Marrakech, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un souci. Mais franchement, j'ai adoré. C'est fou. Tout à l'heure, là, quand on allait manger au resto, je lui ai dit, mais là, franchement, je me sens trop bien. Je me sens dans un endroit où tout est équilibré. Ici, franchement, hein, si je dois parler, même que je passe pour un con à dire ça, mais les gens prennent soin d'eux. Les gens sont souriants, les gens sont entreprenants, il y a de l'ambition. Mm. Les choses restent accessibles en termes de tarifs pour à peu près n'importe qui. Or, le coût de venir qui est assez excessif quand tu viens d'Europe. Bien sûr. Mais sinon, à part ça, je te jure, je ne trouve pas de points négatifs. Aucun. Et toi? Ah, moi, j'ai un peu ce même ressenti que toi. Quand je suis arrivé, tout de suite, j'ai ressenti une différence au niveau des gens. Tout de suite, il y avait une sorte d'énergie que tu ressens assez rapidement. Tu arrives ici. C'est de la bienveillance. Ouais, c'est ça, c'est de la bienveillance, exactement. J'en parlais il n'y a pas longtemps, c'était marrant parce que là, prochainement, je vais à Dubaï quelques jours voir un ami. Et en fait, je me dis, Dubaï, j'ai encore jamais essayé. Mhm. Et on m'a dit, ouais, de toute façon, tu vas kiffer Dubaï, tout ça. Et moi, ici à Bali, j'ai l'impression de trouver ma place. Mhm. Franchement, de dingue. Parce que comme tu disais, on peut tous les jours, matin, midi, soir, on mange au restaurant. Ça coûte quasiment rien, c'est accessible, tu manges bien en plus, hein, on mange extrêmement bien. Mais de fou. Je rencontre des gens tous les jours, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Franchement, il y a une bonne dynamique. C'est vraiment une bonne dynamique et moi, je trouve mon rythme, mais alors, bien mieux qu'en France. Je pense qu'il y a très peu de chances que je revienne habiter en France. Si je pars, c'est pour aller ailleurs, où j'aurais kiffé ailleurs, mais il y a de grandes chances que j'y reste un bon moment à Bali. Et du coup, la différence entre Dubaï, par exemple, selon moi, ça doit être quelque chose où la moindre marche, elle est clean. Tu vois, l'endroit est clean, c'est propre. Et je pense que ça doit être sympa d'être dans un endroit propre parce que Bali, on le voit comme ça, mais Bali, malgré tout, il y a quand même pas mal de pauvreté. Alors, Canggu, un peu moins, mais quand tu commences à sortir dans certains autres endroits, il y a de la pauvreté. Donc, tu vois, quand même, des fois, des endroits, c'est sale. L'écologie ici, elle est très peu mise en avant, etc. Et encore, au Maroc, t'as bien pire que ça. Hein. Ah ouais? Vraiment. Ah, donc oui, bah, potentiellement. Donc du coup, peut-être que j'ai le mauvais référentiel du coup, mais quand je suis venu là, j'ai trouvé que c'était, bon, en tout cas Canggu en l'occurrence, Ah, ok. j'ai trouvé ça vraiment propre. Ok. Enfin, forcément, tu vas comparer avec la Chine ou en France. En France, c'est quand même propre. Ouais, bien sûr, totalement. Ici, j'ai trouvé que ça allait de fou. C'est sûr qu'il y a mieux à faire, forcément, faire plus attention, éduquer peut-être un peu plus les gens à pas jeter les mégots par terre et tout ça. À part ça, Ouais, non, mais oui, c'est sûr. ça. Mais je En comprends soi, ce que dans tu veux l'idée, dire. ça reste Canggu, je trouve que ça reste assez propre, etc. Je suis quand même allé à des endroits, des beaux endroits du monde, franchement, des endroits qui sont reconnus quand tu cherches sur internet les 50 plus beaux endroits du monde, ça en fait partie. Et malheureusement, tu te retrouves à plein d'endroits avec plein de déchets, etc. Mais en fait, c'est comme ça chez eux, tu sais, il n'y a pas d'Indonésiens, ils vivent comme ça, il n'y a aucun souci. Ils se posent même pas la question de se dire est-ce qu'il y a un problème à ça. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Et c'est ce côté où je peux comprendre des gens qui vont à Dubaï pour rechercher un endroit tout le temps propre. Et au-delà du fait que moi, j'ai pas mon avis fait sur Dubaï, vu que j'ai jamais essayé. Ouais. Mais ça reste quand même quelque chose où on nous le vend assez bien. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ben, pour rebondir sur ça, je pense que toi, en étant là et en disant que tu trouves ton équilibre, ça t'apporterait rien d'aller à Dubaï. Bah ouais. Parce que déjà, c'est beaucoup plus cher. La vie là-bas Ouais, est totalement. beaucoup plus chère. Les loyers pour. Là, si on voulait avoir ça, là, franchement, tu paierais au moins 3 000, 4 000 euros par Ah mois. ouais, c'est ouf. Là, même si je le garde en Airbnb avec la dame qui vient faire le ménage et tout, ça me coûte 70 euros par jour. Et encore, non, on paye que dalle là. On paye même pas 60 euros par jour ici. Ça va, hein? Ça va, hein. On est en plein centre et il y a de l'espace quoi. T'as pris pour combien de temps?
Jusqu'à demain, 4 Ok, jours. ouais, c'est ça. Donc ça m'a Oui, coûté donc tu payes quand même un 250, peu je crois, cher. un truc comme ça. Enfin, tu payes quand même un peu cher vu que tu restes moins longtemps. Exact, Moi, bien sûr. Comme je prends au mois, généralement, je paye vraiment pas cher. Tu payes combien au mois, toi? Bah, j'ai pas fait le calcul, mais moi, je suis à 780 pour un truc quasiment aussi grand, peut-être un petit peu moins grand. Ouais. Une grande chambre, il n'y a pas de cuisine directe parce que tout est associé, c'est une guest house si tu préfères. Ouais. Donc j'ai une grande chambre, une salle de bain aussi assez grande. Et après, tout le reste, je mange dehors ou juste au-dessus au coworking avec le restaurant. Donc ouais, 780, donc si tu le divises par rapport à 30. C'est bien. Ouais, j'étais tourné autour d'un peu moins de 20 euros la nuit, quoi. Franchement, C'est correct de fou pour ce que tu as. Donc, moi, après, tu te feras ton propre avis, tu vois, de Dubaï. Mais du coup, en ayant vu ici, franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Pour quelqu'un qui a envie d'avoir une vie équilibrée, tu vois. c'est ça. Si tu es j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif, hein, mais si tu es un grand malade et que dans ta vie, il n'y a que le travail, bah peut-être que du coup, Dubaï, ça fitera mieux parce que il y a moins ce côté nature et tout ça, et les gens, ils se retrouvent et ils bossent, et tu as beaucoup de richesse autour de toi, et ça te l'est étalé à tous les coins de rue. Donc je pense que du coup, ça te met plus dans un mood à aller peut-être encore plus travailler. Après, c'est propre à chacun. Je pense que tu n'as pas besoin d'être à Dubaï pour travailler comme un malade. Ouais. Mais je trouve ça, en tout cas pour moi, pour mon mode de vie, c'est moins sain pour moi. Je préfère aller ici, me lever le matin, aller faire mon sport, aller me faire ma petite marche sur la plage, me poser, travailler. Il est quoi? 9h du mat à tout péter parce que tu te lèves tôt. C'est ça. Et après, c'est parti, tu bosses. C'est ça. Et en fait, à Bali, j'ai un vrai ressenti de liberté. C'est assez con, mais typiquement, en France, j'avais juste mon rythme de vie où je faisais un peu attention avec mes dépenses, etc. Même si je gagnais mieux ma vie que la moyenne des gens, bah, c'était pas non plus une nécessité d'aller au restaurant tous les jours parce qu'en plus, bah, ça a un coût qui en France est un peu plus élevé. Ici, bah, en fait, je me réveille, je me dis ok, j'ai envie de quoi? J'ai envie d'aller où? Et quand? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je prends mon téléphone, et puis, ou même des fois, bah, maintenant à force je connais des adresses, donc je dis ah ok, bah là j'ai envie de manger ça, donc je prends mon scooter, hop, et je vais à cet endroit, et je mange, et je me pose pas la question, et je paye, et à la fin juste je vois la notif que j'ai payé, et je sais juste combien j'ai payé, mais je m'étais pas soucié de ça avant, parce que ici tout est accessible. Complètement. Je pense qu'objectivement ici avec 1000, 1002, 1005, tu peux vivre sans trop non plus abuser. En faisant attention. Mais ouais, en faisant un peu attention et convenablement. Je suis curieux, justement, toi, tu dépenses combien par mois à Bali en tant que, bah, du coup, maintenant résident, quoi? Alors je pense que je dois être entre 2500 euros de dépenses par mois, Ok. en comptant 780 euros de loyer, Ouais. donc de ce que je paye pour ma guest house, en comptant 110 euros de salle de sport. Par mois? Ouais. Ouais, c'est cher. J'ai quand pris même. une salle de sport assez réputée ici, qui s'appelle Obsidian, qui est Ok. très très connue. Je Il y a sens beaucoup pas. d'influenceurs d'ailleurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs là-bas. Genre qui, par exemple? Alors, j'ai pas les noms, mais on me les a montrés. On m'a dit, ah, il y a tel influenceur qui y va. Et moi, Ok. je connais juste les têtes. Je suis Ok. très nul pour retenir les noms, mais juste je vois des têtes et je sais que lui, il fait ça, lui, il fait ça. Ok. Et il y a des filles aussi qui sont tous dans le fitness et ils s'entraînent là-bas. Et de toute façon, Obsidian, c'est le genre de salle où tout de suite, ça fait un petit tri. Parce que tu sais très bien que le prix est cher. Ouais. Donc, l'entrée est aussi pour des personnes qui, entre guillemets, sont, je veux pas dénigrer les gens, mais sont de plus de qualité. Parce Oui, qu'il y a oui, beaucoup de de toute façon, personnes qui tu viennent filtres. et sont en capacité de se payer ça, donc sont intéressantes. Par conséquent, il y a toujours des choses à apprendre. Et je dis pas que les gens qui payent une salle à 30 euros sont pas intéressants. Ce que je veux dire, c'est que tout de suite, ça trie un petit peu Bien la sûr, cible, bah, il y a un etc. niveau de vie que tu ne peux avoir que si tu fais certains steps dans ta vie. Mm. Mais je suis curieux, désolé, je te coupe. Vas-y, parce vas-y. que, est-ce que tu as tiré parti profit de ça? Du fait d'être dans une salle où tu payes aussi cher, est-ce que tu as réussi à créer des connexions avec des gens Ouais. ou pas? Ah ouais? Ouais, Comment carrément. ça s'est fait, genre Bah, moi déjà, je me référais un petit peu quand j'entendais un français, j'étais assez content. Parce que Ah, mon ok. anglais est pas exceptionnel, donc je faisais pas du contact avec tout le monde. Mais quand je le fais, ça me fait plaisir parce que j'apprends à parler mieux, Ouais. etc. Donc c'est cool. Mais à la salle de sport, moi souvent je mettais mes petits écouteurs, j'étais tranquillement. Mais quand j'entendais par-ci par-là un français, t'es français, bon, on commençait à discuter, etc. On garde contact. Et typiquement, ce genre de contact, des fois ça m'a ramené à. Après, on se voit dans un restaurant, et à ce restaurant-là, je rencontre d'autres personnes. Et finalement, je rencontre une personne avec qui je m'entends super bien, et avec qui bientôt je vais faire un deal pour bosser avec lui. trop cool? Donc ça, voilà, c'est assez marrant, mais ça a créé des relations, et je pense qu'aucune relation n'est inutile. Et Et au contraire. oui, je l'ai vu. En tout cas, c'est pareil, c'est pas mal. Il y a tout un service aussi qui est apporté. C'est pas juste une salle de sport. Mhm. Avec ça, il y a le restaurant, donc tu peux aussi sortir de ton sport directement et manger parce que c'est un restaurant fait pour les sportifs et fitness, Ok. etc. Donc c'est vraiment adapté, tu sais, tu peux te compter Ok. tout ce que tu manges, etc. Et tu as des repas en conséquence.
Moi, je sais que généralement, j'allais au sport le matin, je prenais mon petit-déj directement après. Puis ton shaker sur place, etc. Ok. Donc tout ça, c'est cool. Après, t'as les bains froids, t'as les bains chauds, t'as les saunas, t'as la piscine, Ok. Ah t'as ouais, la d'accord. grosse cage type street workout et je sais pas le mot, mais la Attends. calisthénie. Ouais, Ok, calisthénie, je vois. tu vois. Donc toutes ces choses-là, c'est ça aussi que tu payes, tu vois. Tu vois, ça me fait rire parce qu'à Marrakech, j'ai à côté de chez moi, vraiment à 2 minutes à pied, la même chose. Un énorme centre. Alors, sans la partie piscine Ok. et sauna, je crois. Ouais. Mais tu as un ring de boxe, tu as toute une partie plus un peu, pas sport de combat, mais presque en soi. Vraiment un espace dédié où il faut que tu payes plus pour y avoir accès, pour faire de la boxe et tout ça. Ok. Tu as 2 salles. Trois salles différentes, une exclusivement pour les femmes, parce que bon, du coup on est quand même au Maroc, donc par rapport à la religion musulmane et tout ça, si une femme a envie d'être isolée des hommes pour faire son sport, Ah oui, elle y a. Et après, tu as deux salles mixtes, ou alors c'est 2 salles et justement une pour les femmes et une Oh mixte. putain, c'est bien ça. Donc en vrai c'est cool, c'est bien parce que voilà, ils font attention à tout. Tu as en dessous une salle où tu as plein de vélos. Je sais pas, et tu peux faire du vélo, tu sais, avec la télé et tout, je crois. Ouais, toute la partie Voilà. plus cardio, etc. Exact. Et tu as une grande salle où tu as des cours aussi qui sont donnés par un coach. Ça coûte 400 balles à l'année. Ah oui, quand même. Ah oui, à l'année. Ouais, à l'année, c'est pour ça. Ah oui, c'est non, pour ça non, que, tu vois, comme quoi. Oui, mais bah c'est après, bien. les salles de sport ici sont chères. Alors, moi, des trucs que je trouve chers ici à Bali, il y a quand même des trucs. Hein. Bon, l'alcool, parce qu'en Indonésie, de base, les Indonésiens, mis à part de l'alcool de riz, ils ne boivent très peu d'autres alcools. Ok. Du coup, l'alcool coûte cher parce qu'elle est adaptée au prix des touristes. Et les salles de sport, parce qu'il y a une grosse culture du sport ici. En fait, je suis arrivé, je l'ai remarqué tout de suite, il y a une culture du sport De fou. énorme. Et moi, ça me plaît du coup, parce que je trouve que ça va avec l'état d'esprit Bien sûr. de l'entrepreneuriat et tout ça. Bien sûr. Le moindre gars, la moindre nana que tu vas rencontrer, ils ont un business et ils te fument de je sais pas combien de milliers d'euros par mois alors que C'est ça. tu soupçonnerais pas. Mais alors, pour en revenir à tes dépenses, donc tu as 750 de loyer, on va dire, 115 de salle. Ouais, 120 de scooter, parce que je loue un scooter au mois. Ouais. Et comme j'ai un scooter qui est pas miteux, j'ai quand même pris quand même un bon scooter, tout ça. Ouais, donc puis ça va, c'est que donc, dalle. on en peut vrai. payer moins cher, on peut payer un scooter à 50 € le mois pour avoir un truc qui permet au moins de se déplacer, quoi. Ouais. Moi j'ai pris un truc à 120 à peu près. Bon après j'ai dépenses aussi d'assurance, j'ai pris une assurance nomade que je paye 80 € par mois. Ok. Ça me permet de... ici les soins sont chers vu qu'il n'y a pas de prise en charge de mutuelle, etc. Donc ça me permet de... Au cas où il m'arrive un truc en scooter, tu vois, on sait jamais. Donc ça, et après le reste de mes dépenses, c'est principalement des abonnements utiles, c'est-à-dire que mes outils de travail, ça va être... Après j'ai pas beaucoup d'abonnements streaming, tout ça, généralement je trouvais toujours des techniques pour pas avoir à payer ça. Ouais. Donc après le reste, c'est me nourrir, Ouais. me faire kiffer, sortir dans un club. C'est quoi, c'est mes dépenses? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Après, c'est dans les dépenses de la vie de tous les jours. Mais en fait, on va dire que j'ai comment? Mon rythme de vie journalier, c'est un rythme de vie d'une personne en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est à n'importe quel moment, si j'ai faim là, ok, je veux me commander ou prendre ça ou aller là. Après, je fais en fonction de mon travail aussi. Il y a des jours où je bosse énormément. Mais oui, je fais pas attention. Mais au global, je dois être à 2500 € de dépenses à peu près. Ça va, c'est bien, parce que du coup, en fait, tu fais vraiment ce que tu veux avec ça, quoi. Ouais, c'est correct. Donc ça, c'est bien, c'est bien. Ça me permet de mettre de l'argent de côté, ça me permet aussi à côté de ça d'investir en crypto, en bourse, etc. Donc moi, je trouve mon petit équilibre. Je mets pas énormément d'argent de côté, j'avoue, Ouais. actuellement. Après, ça va, du coup, si tu investis à côté, techniquement, c'est plus malin que de le laisser sur ton compte en banque sans y toucher. Oui, totalement. Donc non, en vrai, c'est bien. C'est bien. Et c'est quoi les projets? Tu visualises ici combien de temps? Et est-ce que tu as déjà en tête d'autres horizons ou quoi? Pour aller habiter ailleurs, je sais pas. Je suis venu ici avec un visa 1 an. Ok. Donc là, je sais que je vais rester 1 an, au moins en tout cas. Je m'y plais, le temps se passe assez vite en plus ici, donc je sais que les 1 an, ils vont passer assez vite. Oula, oui. Il y a de grandes chances que j'extende, que j'y reste. Parce qu'en plus, comme je disais, je me suis fait des amis ici, donc on se voit de temps en temps, etc. Enfin, ça crée un petit truc. Mais en fait, mon rythme de vie est devenu ici. Donc il y a peu de chances que je me dise
oh, je veux retourner en France. Ou pour vraiment y retourner, il y a très peu de chance. Mais si vraiment un jour c'est le cas, bon bah pourquoi pas. Donc je sais pas trop ce que ce sera dans 2 ans, dans 3 ans. Je pense que je resterai là un petit moment quand même. Si je bouge, c'est pour aller ailleurs, où j'aurais par exemple tenté d'aller quelques jours en vacances et de me dire ah ici en fait c'est pas si mal. Peut-être la Thaïlande, peut-être l'Amérique du Sud. Oui, l'Amérique du Sud j'aurais du mal parce qu'avec le décalage horaire, encore une fois, il faudrait que j'ai un business qui soit pas forcément dépendant des horaires européennes. Complètement. Donc ça c'est un peu complexe. C'est pour ça qu'ici je trouve que c'est le meilleur point. Moi ça me dérange pas d'être loin de mes parents, enfin d'être loin de ma famille, même si on se voit pas actuellement, on va se revoir au courant décembre Noël. Mais bon on n'est jamais si loin. On a un téléphone, on s'appelle. Oui, et puis en vrai, c'est un peu un mensonge qui me fait rire, mais c'est que tu sois loin ou pas, les 3 quarts du temps, les gens, tu verras pas forcément tes parents plus que si tu étais à 5 minutes. C'est ça. C'est vrai en Parfois, plus. tu les vois pas du tout, et c'est au contraire quand tu bouges à l'étranger. Que ça renforce. Exactement. Ah, totalement. Et c'est bien ça. Parfois c'est contre-intuitif un peu ce qui va te permettre de retrouver des liens, de recréer des... Moi par exemple avec mon père c'est ce qui s'est passé. Depuis que je voyage et que je lui partage un peu mes expériences ou quoi, ça nous a reliés énormément. Ouais. Et ça stimule. Entre que ce soit lui, que ce soit moi, c'est stimulant et c'est bien ça. Ça crée... T'inquiète. Ouais, en fait ça renforce parce que ça crée de la rareté. Parce que moi j'étais chez mes parents, donc mes parents je les voyais tous les jours. Ouais. Bon bah je m'entendais très très bien avec eux. Mais ça n'a pas ce même... En fait la relation en fait elle devient habituelle. Ouais. Quand tu t'éloignes, tout de suite ça crée cet effet de rareté où bah, c'est sûr que quand tu te retrouves le moment doit être génial. En tout cas je ne l'ai pas encore vécu, je suis passé avant de partir mais je rentre dans quelques mois. Et je sais déjà comment ça va se passer, je sais déjà que ça va être exceptionnel. 100%. Je pense que du coup ça renforce encore plus les liens. Et ouais, c'est sûr. Et je trouve que tu as des relations beaucoup plus authentiques parce que ouais, tellement. Tu vas avoir des vrais... Je dis pas que c'est des fausses discussions habituellement, mais tu vas avoir des vraies discussions, des vrais trucs. Alors comment ça se passe? C'est quoi ton état d'esprit? Et en fait, à travers ton parcours, tu les fais voyager aussi dans un univers qu'ils connaissent pas forcément. Tu vois, tu me disais que tu as eu ton père au téléphone l'autre jour et tu disais que tu faisais 4 000 €. Il était là, comment c'est possible et tout. Et ben mine de rien, ça fait travailler dans la tête et se dire, il y a tellement de choses qui sont possibles. Et t'es épanoui, tu prends soin de toi, tu manges bien, t'es à l'étranger, t'es autonome. Mec, je connais des gars, ils ont 30 ans, ils vivent encore chez leurs parents. Hein. Bah c'est... En fait, je pense que les gens En fait, je pense que réellement, chacun est là parce qu'il a décidé indirectement d'être là où il en est. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour beaucoup, ça peut paraître beaucoup de gagner 4 000 € par mois. Moi maintenant, je sais que je le considère pas comme rien, mais c'est devenu c'est devenu ce que je fais habituellement. Et l'objectif après, c'est de monter, mais comme je disais, c'est que du bonus. Après, si c'est plus d'argent, c'est une métrique en fait de ton évolution. Oui. Puis tu vas plus vite sur les choses que tu as envie de faire. Totalement, tu peux plus investir sur toi-même, etc. On en revient à ça. Mais je pense que la plupart des gens qui sont encore, en fait, qui ont du mal, qui se posent beaucoup de questions, etc., et qui en fait, ils sont fermés dans leur référentiel à avoir leur travail, leur 9h-17h classique. En fait, ils doivent pas être conscients qu'il y a vraiment d'autres possibilités. Tout à fait. Je pense pas qu'ils sont conscients réellement. Ou alors ils le voient, mais ça paraît, ah bah lui, ouais, mais il a eu de la chance. Ah bah là, lui, maintenant, il est parti vivre là-bas. Ouais, mais bon, il doit être aidé ou un truc comme ça, il doit avoir un truc. Bah, si tu regardes dans certainement tes amis qui sont toujours en France ou quoi, quand tu prends les discussions qu'ils ont entre eux, eh ben, il n'y en a aucun qui sera à même de défendre ce que toi tu vis. Ouais. Et donc du coup, quand tu te retrouves à 1 versus 5 qui n'ont pas la même vision, ils vont tous se conforter entre eux parce que c'est plus facile de se conforter en se disant que c'est pas de ta faute que tu es bloqué dans ton truc, que bon bah voilà, il y a tout le monde autour de nous, toi bon bah t'as eu de la chance ou je sais pas, tes parents ils t'ont aidé ou c'est juste un bon timing que t'as eu ou quoi que ce soit. Ok, bah écoute, si tu veux encore ça, franchement, il n'y a pas de souci. Le truc c'est que je vais pas me tuer pour te convaincre. Forcément dans tout il y a un facteur de chance, mais la chance tu la provoques en faisant des choses. Si tu restes toute ta journée dans ton lit, la seule chance que tu as c'est de finir bloqué dans ton lit quoi. Super. J'ai visualisé longtemps ma réussite et je considère pas aujourd'hui que j'ai réussi, mais je considère que j'ai atteint la liberté et c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc moi la liberté déjà d'être parti vivre où je voulais, bosser comme je le voulais, avoir
de la liberté de temps et à la fois de pouvoir me faire plaisir quand je le veux, en fait avoir le choix réellement, ça je l'ai visualisé des années, des années, des années. J'ai jamais lâché cette idée qu'un jour ça se ferait. Donc en fait par conséquent, je pense que je crois beaucoup en l'idée que visualiser longtemps, assez longtemps quelque chose, par conséquent, tu mets toujours ton nez dans ce qui va t'apporter des opportunités ou de la chance à un moment donné. Moi, il y a des moments où j'ai eu de la chance quand même. J'ai rencontré mon associé Samuel. Malgré ça, c'est quand même avec lui ça m'a permis quand même d'évoluer, d'aller dans des endroits et de pouvoir faire des choses qui m'ont amené aujourd'hui à ce que je fais aujourd'hui. Et après, tu prends confiance, etc. Et tu commences à rentrer dans un système où, à force que tu fais, ça devient plus facile et du coup, tu avances. Mais, je disais quoi à la base? Merde. Oui, du coup, j'ai toujours visualisé ce point, en fait, c'est ce chemin de vouloir avancer vers quelque chose qui, déjà de base, était différent il y a 5 ans, était différent des autres. Mes amis, j'ai des amis d'il y a 5 ans que j'ai toujours aujourd'hui, on se voit moins, mais on se parle comme ça de temps en temps. Il y a 5 ans, ils ne comprenaient pas. Il y a 3 ans, ils ne comprenaient toujours pas. Aujourd'hui, ils voient que ça s'est concrétisé, que je suis quand même à Bali. Donc, ok, peut-être qu'en fait, attends, il y a quand même un truc qui faisait là. Il y a quand même un truc, quand ils nous parlaient des fois de ça, on l'écoutait pas, ou du moins on captait pas. Et en fait, le mec maintenant, c'est quand même là. Il est arrivé ici. Il voit qu'il y a eu du chemin qui a été parcouru. En fait, concrétiser ses actions, concrétiser tout simplement, c'est mettre des vrais résultats. Ça c'est beaucoup plus fort forcément. Ça permet de réaliser. Que des mots. Complètement. Moi, je sais que j'ai pas mal de gens avec qui j'étais au lycée ou en études sup, avec qui j'avais pas forcément de relations particulières, qui aujourd'hui réservent des appels avec moi et qui me disent « Ah ouais, j'ai vu ce que tu as fait, moi j'ai essayé ça n'a pas trop fonctionné ou quoi, je vois que ça fait des années maintenant qu'on se suit et que je vois ce que tu fais, tu as l'air sérieux et tout, donc let's go ». Et en fait, le delta entre que les gens te prennent pour un psychopathe et ont confiance en ce que tu fais, c'est juste du temps. Ouais. Si tu fais les choses pendant assez longtemps, ça ne peut que donner de la crédibilité. Moi, par exemple, ma mère, elle a du mal à concevoir ce que je fais. Très, très compliqué pour elle de concevoir ce que je fais, les chiffres et tout ça. Pour elle, elle préfère presque ne pas en parler, vraiment, que du coup, d'être confrontée à ça et de ne pas comprendre. Et parfois, j'ai l'impression qu'en fait, elle croit que je passe ma journée au carrefour derrière la caisse et que le soir je lui envoie un message en mode « Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça » et que je mytho et que c'est comme ça que je survis, tu vois. Alors que bon, bah non, ça fait 7 ans que je fais du montage, ça fait quasiment 7 ans que j'en vis. Je sais pas quoi dire de plus, quoi. C'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe et bon, bah soit les gens ils arrivent à y croire, soit pas. C'est marrant ce que tu dis. La première fois que j'ai fait mon gros contrat, qui m'a permis de passer d'un peu moins de 1000 euros à un peu plus à 2800. Je me rappelle, je suis passé de 900 euros que je gagne actuellement à 2900 de salaire touché, enfin du moins de contractualisé et de payé. Mon père il me dit mais attends, tu crois que c'est pas... T'es sûr que... Là il t'a payé ça une fois, mais t'es sûr que c'est de l'argent legit, tu sais que c'est... Est-ce que c'est pas un arnaqueur, t'as confiance en le... Et je dis ouais, enfin... C'est un client, il paye pour une prestation, c'est totalement normal, tu vois. Ouais, il n'y a pas de problème. Et c'est marrant qu'il y ait ce truc où, comme moi c'est pareil, mes parents ils comprennent pas ce que je fais. Ouais. Mon père un peu, ma mère vite fait. Au fur et à mesure, elle essaie de s'y intéresser, elle essaie de comprendre, mais elle capte toujours pas. Mais c'est ok. Mais le fait que quand même juste les sommes elles arrivaient, ils se disaient mais attends, elle est où l'arnaque? C'est quoi le problème? C'est quoi mais c'est ça, c'est toujours comme s'il y avait besoin qu'il y ait un truc. C'est quoi le hic là? Ouais, non mais 100%. C'est toujours cette peur que, vu que ça sort des chemins tradis, et que ce soit un peu chelou. Le fait que ça sorte complètement des schémas habituels, que l'argent en fait passe d'un particulier à un particulier d'une certaine manière dans leur vision, c'est chelou. Genre, ouais, c'est bizarre. C'est comme si c'était son pote Roger qui lui envoyait 2000 balles tous les mois pour couper ça, et tu vois. C'est ça. Puis ils comprennent pas la valeur de notre service aussi. Non. Déjà, ils comprennent pas le service, le produit, ils comprennent pas le fonctionnement et le processus. Encore moins le pourquoi ils payent. Complètement. Non, mais c'est vrai qu'il y a un énorme fossé et c'est très dur de le comprendre et surtout de faire shifter les gens parce que comme on l'a dit, tant que t'es pas dans le dur et que t'as pas toi-même à passer les steps,
Ou alors tu es vraiment quelqu'un d'ouvert et genre let's go, c'est plus facile pour toi à comprendre. Ou alors vraiment t'as des croyances un peu limitantes, t'as des blocages qui font que pour toi c'est très compliqué de te dire ok ouais c'est vraiment réalisable quoi. En vrai, c'est ok parce que. Enfin, c'est ok. Moi, pendant longtemps, j'étais dans cette situation justement où bah, tu sais pas, t'hésites, Bien sûr. En fait, t'as pas avancé parce que tu continues à penser que faut que tu aies le meilleur produit, le meilleur service avant de commencer à le proposer, etc. Et Non, t'avances clairement. jamais en fait. Si Attendre que t'avais- c'est bien, c'est pas. Non, exactement, ça pas sera jamais nécessaire. parfait de toute Non. façon, parce que tu évolues et tes envies changent, tes besoins, tes objectifs ils changent, donc tu n'auras jamais le truc qui fera Ouais. tout. C'est certain. Par contre, après, tu peux t'en rapprocher au fur et à mesure. Tu vois, une fois que tu as un produit qui fit parfaitement avec le marché, il sera toujours améliorable, mais c'est comme ça que tu deviens quelqu'un qui est reconnu pour tes talents dans ce que tu fais. Tu vois. Si tu avais, là, on parle vraiment d'un monteur vidéo qui veut se lancer. Si tu avais genre un ou deux conseils à donner qui ferait selon toi la différence entre ceux qui se lancent et qui abandonnent et ceux qui passent ce gap-là et qui réussissent. Tu parles de dire d'un monteur déjà formé, qui connaît déjà son Ou sa juste un compétence. mec qui est intéressé par cette thématique-là, Ok. qui sait que la vidéo ça le touche. Parce qu'il y en a plein qui viennent me voir et qui me disent ouais ça fait depuis longtemps que j'ai mis la vidéo, le montage de tout ça de côté et j'ai trop envie de m'y mettre. D'accord. Donc voilà, quelqu'un qui a cette envie, pas forcément de compétences et voilà, qu'est-ce qui ferait la différence? Je vais parler plus d'abord sur la compétence quand même. Mhm. La compétence, je pense que moi, les seuls moments où j'ai été meilleur en montage, c'est quand j'ai dû effectuer des nouveaux montages, des Mhm. nouvelles choses. Pendant longtemps, j'avais une offre où je proposais à des clients d'avoir, j'ai toujours ça d'ailleurs, je propose d'avoir un réel par jour, tiré de format podcast, de vlog, de ce qu'ils font en format long de base. Bah, c'est toujours le même processus. Tu es arrivé, tu prenais ton passage que tu t'estimais intéressant, tu faisais tes cuts, tu mettais tes effets que tu faisais habituellement, tes sous-titres pour garder la même DA et c'était ok. Mais en fait, tu faisais toujours la même chose, tu n'évoluais jamais. Ouais. Et à un moment donné, j'ai commencé à prendre une presta pour un tel, donc je faisais, je sais pas, une VSL, donc une vidéo de vente. Mhm. Ensuite, j'ai commencé à faire un vlog. Puis après, j'ai commencé à faire d'autres formats longs, etc. Et en fait, avoir essayé différentes thématiques de vidéos et de choses à monter, en fait, c'est là que tu vas chercher des compétences et tu apprends encore mieux à établir du dynamisme, du tempo, tu sais, Ouais. rien que des choses comme ça, mais du tempo. La musique, ça joue beaucoup, tu vois, des tempos, etc. En fonction du rythme de voix et toutes ces choses-là. Donc sur la compétence, je dirais, le conseil, c'est essayer de trouver plein de petits contrats ou alors des gros contrats avec des différentes formes de vidéos à monter. Ouais. Même quitte à monter des trucs pour des cosmétiques ou des trucs totalement standards. 100%. Donc ça, dans la compétence, je pense que rester à toujours faire la même chose, ça ne fait pas plus que ça à apprendre, même si on continue d'apprendre sur YouTube. Je pense qu'il faut l'appliquer et du coup, c'est beaucoup plus puissant. Mhm. Et après, se lancer, partez du principe que des monteurs, il y en a plein, il y en a partout. Il y a des bons, il y a des moins bons. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, qu'il y a des bons monteurs qui gagnent de l'argent et il y a aussi des moins bons monteurs qui gagnent de l'argent. En fait, il ne s'agit pas de se dire ouais, je suis meilleur monteur ou je suis moins bon ou quoi que ce soit. C'est juste de dire écoute, ok, moi je sais faire ça, ça va s'améliorer et go, va voir les gens qui ont besoin, essaie de signer, joue par ta personne, joue pas que par ta compétence. Peut-être au début, t'es pas bon, dis écoute, dis-le clairement même, je suis pas le plus excellent du domaine, il y a carrément mieux, tu peux trouver des gens, par contre ils valent 3 fois plus cher que moi, mais par contre jamais ils se donneront autant que moi, et jamais ils donneront autant d'énergie que moi pour te délivrer et pour te satisfaire. C'est ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'effectivement les gens ils voient le marché du montage vidéo comme étant saturé, mais que ce soit toi au moins on s'est jamais tiré dans les pattes pour avoir des clients, parce qu'en fait il y en a tellement. Mais il y en a plein, oui. Il y a tellement de clients, et les clients que tu as, ça se trouve sur les 3 quarts, j'ai jamais entendu leur nom. Sur les 3 quarts de mes clients, tu n'as jamais entendu leur nom, pour dire à quel point on est restreint par nous, ce qu'on connaît. Toi, par exemple, c'est le milieu de la crypto. Moi, ça va plus être le business en ligne en lui-même. Un tel, ça va plus être le sport. Et en fait, du coup, tu navigues dans ces cercles. Mais il y a des éducateurs canins, il y a des gens qui font du coaching pour les parents qui vont avoir leur premier enfant. Tu as tellement de niches, de gens qui ont besoin de communiquer sur ce qu'ils font, que des clients, il y en aura toujours plus que des gens qui font du montage. C'est vrai qu'il y a une demande énorme en vrai. Mais laisse tomber. C'est vrai. Aujourd'hui, je reçois quasiment une demande par jour sur Insta de gens qui veulent du montage. Ah ouais. Et pourtant, je fais rien, je communique pas plus que ça.
Donc le jour où je mets en place une stratégie, comme je fais avec mes clients, et que je commence à mettre tout en place, mais laisse tomber. Je vais en avoir tellement. Mais c'est que là, pour l'instant, ce serait bête de ma part. Je me tirerais une balle dans le pied parce que je pourrais pas tout prendre. Ouais, forcément. Donc que personne ne vienne nous dire qu'il n'y a pas de place parce qu'il y a trop de monde, c'est vraiment pas le cas du tout. Ouais, totalement. Et ouais, si je suis complètement d'accord avec toi en vrai. Même une personne qui est tout seul, sortie d'études dans sa chambre, à chercher un petit truc à faire, etc. En soi déjà le montage, dans la base de la base, c'est pas compliqué au début. C'est accessible à tous. C'est accessible, c'est-à-dire que moi au début, ça ressemblait... Ah non mais ça c'est excellent, faut en parler. Une première Reels que je sortais pour des clients, mais c'était catastrophique. Mais bien et sûr. pourtant, ils appréciaient et ils payaient pour ça, mais c'était catastrophique. Parce que c'était quelques cuts, les zooms, j'ai appris au bout de 2 mois que je faisais déjà. Dis-toi, je vendais des offres, je savais même pas encore faire des zooms, enfin, j'en faisais pas, tu vois. Ouais. Et pourtant, si, j'avais déjà fait du montage avant, mais j'avais pas encore cette logique de qu'est-ce qui retient les gens. Qu'est-ce qui. Tu sais, quand tu scrolls, tu es retenu par des vidéos, ton cerveau, il fait tout de suite, dans les 3 premières secondes, tout de suite, il estime si c'est intéressant de donner son temps à rester ou si c'est pas intéressant. Ouais. Le subconscient, il le fait lui-même. C'est pour ça que des fois, on scrolle, on fait ouais, ok, on se continue. C'est pour ça que des fois, on reste même sur des conneries et souvent, c'est quand ça stimule le cerveau aussi, tu vois, un minimum. Bien C'est sûr. pour ça que c'est bien fait, l'algo. Et je savais même pas encore ce principe de retenir les gens par le dynamisme, par le fait que la vidéo, elle bouge dans ce rythme-là, parce que le rythme est important, selon moi. Et oui, mes premiers reels, c'était catastrophique, vraiment. C'est normal. Et après, bah, ça vient, on apprend, etc. Du coup, je dirais qu'une personne qui est toute seule dans sa chambre, qui au début veut commencer à faire un petit peu de montage, bah, si vraiment tu veux te buter, vas-y, entraîne-toi, tu reprends une vidéo brute et tu essaies de la monter. Bon, ok, mais le résultat final, il n'y a pas d'objectif. Ouais, bien c'est sûr. juste apprendre à faire. Je pense que faut pas aller voir n'importe qui directement non plus en disant bah, frérot, ok, vas-y, je vais faire des montages et t'as jamais fait un cut de ta vie, mais Complètement. faut pas hésiter aussi à se former, faut pas hésiter aussi à payer même pour ça. Hein. Franchement, payer pour se former. Ça accélère les choses en tout cas. Ouais, ça accélère les choses. Et puis t'avances en confiance, ça veut dire que tu passes toujours par des étapes quand tu débutes où tu dis ah, est-ce que c'est normal que je ressente ça, est-ce que c'est normal que je galère autant à trouver des clients, est-ce que c'est normal que... Et en fait ça te rassure. Ouais. C'est surtout, moi c'est ce que je trouve, c'est que maintenant moi je paye systématiquement quand j'ai besoin d'atteindre un nouveau step et ça rassure sur le fait que déjà tu sais que tu fais les bonnes choses parce qu'il y a tellement de possibilités de te planter sur les décisions que tu prends que ça te donne un cadre. Et ce cadre et cette roadmap qui t'est donnée, bah tu sais que tu fais ce pas là aujourd'hui, demain tu fais un autre pas, mais tu sais que tu vas dans la bonne direction en tout cas et que c'est qu'une question de temps à arriver où tu veux. Et justement, je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que tu peux aller voir des clients et leur dire cash, bah écoute, moi c'est mon premier montage, je te demande pas de prix. Par contre, si la vidéo te plaît, tu me payes à la hauteur de ce que tu estimes être le bon prix. Ah, de ouf. Et en fait, comme ça, au moins, bah, lui, ça l'engage à rien. Si vraiment c'est un bâtard, il te paye rien. Mais bon, la plupart du temps, au pire, bah, tu toucheras 50, 100 balles sur ton premier montage. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et tu débutes et tu as été payé pour ce que tu as fait. Ouais. Et tu es fier parce que le mec a utilisé ton montage et ça te fait un portfolio. Et au pire, le mec prend aucun risque parce qu'il peut décider de ne pas te payer. Et puis s'il est un minimum sympa, il te paye à la hauteur de ce que ça représente. Et voilà. Ouais. Tu prends pas de risque. Totalement. Et aujourd'hui, et vraiment, c'est ce que j'essaie de comparer. Dites-vous qu'il y a des gens qui aujourd'hui font des métiers, ils vont sur des champs de bataille au risque de perdre leur vie tous les putains de jours. Toi, le risque que tu prends, c'est de te lever, ouvrir ton PC portable même dans ton lit et envoyer des messages de prospection et faire un montage vidéo. Le premier trou du cul qui me dit que c'est compliqué, J'avoue. je veux bien comprendre, ce n'est pas facile. C'est sûr que ça demande du travail, de la rigueur ou des trucs, sinon tout le monde le ferait hein, et tout le monde y arriverait. Mais il faut remettre les choses dans son contexte. Il y a des métiers bien pires que ça. Il y a des métiers dangereux, il y a des métiers ennuyeux à mourir. J'ai fait de l'intérim où je devais mettre des collerettes sur des bouteilles de vin pendant 6 heures. 6 ou 8 heures. C'est quoi une journée de travail? 7 heures. 7 heures, ouais, c'est ça. Mais j'étais là. C'était à la chaîne. Ah ouais. Vraiment, j'avais l'impression que le temps, je te jure sur la vie de ma mère, que le temps allait à reculons. J'avais l'impression d'être en prison Ah, c'est ouf. et de faire un travail pour alléger ma peine. Je te jure. Et après, il y en a qui vont me dire ouais, j'arrive pas à trouver de clients, j'ai envoyé 50 messages. Bah, je suis désolé, je vais pas t'insulter, mais j'en ai envie quoi. Faut faire un effort. Aujourd'hui, on a des choses qui sont tellement faciles. L'IA. Non, mais tu vas sur YouTube, comment prospecter, Ouais, comment faire un email de vente, comment envoyer un message vocal sur Instagram.
Ouais, c'est ça. Et ben voilà. Moins faire l'effort, tu vois. Non, mais- Il y a quand même. De fou. L'information elle est tellement accessible en plus. Mais bien sûr. Avant, tu voulais une information, des fois tu passais 3 jours à l'avoir. Je parle d'avant, on n'y était pas, mais autant nos Bien grands-parents. sûr. Ah bah oui. Ah bah là. Imagine quand tu es en relation avec quelqu'un et que tu es à l'autre bout du monde, c'est des lettres que tu devais t'envoyer. Ouais, bah Il y a encore vraiment allez, 30 ans à tout péter. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, moi je pense que les gens ils réalisent pas la chance de l'extrême chance qu'on a aujourd'hui d'avoir autant d'accessibilité à plein de choses. Et vraiment, il y a une phrase que j'aime bien, mais comment tu vas justifier à tes enfants qu'avec autant d'opportunités, t'as pas réussi à leur offrir la vie de leur rêve, quoi. Oh ouais. Comment aujourd'hui, enfin, je sais pas, t'as 21, 22 ans, comment tu vas m'expliquer qu'un mec qui est à la trentaine à notre époque, il a pas déjà fait 200, 300 000 euros en ligne? Comment tu peux m'expliquer Ouais, ça? j'avoue. Pour moi, à partir du moment où tu en as envie, à partir du moment où Ouais, c'est bien sûr, bien sûr. un désir que tu as, je dis pas les gens qui sont très heureux dans leur travail et qui sont heureux dans leur routine, dans leurs 3000 euros par mois ou quoi que ce soit, alors là, grand bien vous fasse. Hein. Mais si tu te plains et que tu t'es pas bougé le cul et que tu dois te justifier auprès des gens, ah oui, bah pourquoi t'as rien fait? Bah attends, il y avait quand même tout ça comme opportunité, je sais pas quoi. Regarde tous les gens, en plus tu les as les statistiques, hein. Sur Ouais. ces années-là, il y a eu je sais pas combien de millionnaires en plus ou quoi. Ah, mais, Tellement. j'aurais trop honte, Tellement. vraiment. Non, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, cette phrase, je me rappellerai. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, une petite conclusion à ça, peu importe même si c'est hors sujet de ce qu'on a parlé, est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire qui te vient en tête? Ouais, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que c'est tout con. Mais je me demandais si justement j'étais là où je devais être au moment où je le suis, tu vois. Et pourquoi j'avais pas peut-être fait plus que ça ou pourquoi je suis pas toujours à moins que ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais peut-être que j'aurais pu rester étudiant, rien faire, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui même j'aurais pu faire plus encore. Ouais. Et en fait, je me suis juste arrêté de poser cette question. Je suis resté là où je me suis dit, bah en fait, non, je suis à l'endroit où je suis et j'apprends les choses que je dois apprendre au moment voulu et faire confiance au processus. Donc ça, ouais, c'est juste ça. C'est ça qui me vient. Ah, mais c'est très bien, c'est bien. En fait, être dans le moment présent et faire confiance au temps et que si tu traverses telle ou telle épreuve, c'est parce que tu dois la traverser à ce moment-là et que tu peux la traverser quand tu y es confronté. Et voilà, hein. Parfait. Après, vivre à Bali, meilleur entourage, meilleur endroit même pour évoluer si vous voulez essayer. Ah, franchement, si, vraiment tu le sens en plus. Hein. Moi, vraiment, là, je me sens vraiment bien ici. Hein. Ah ouais. C'est pour ça, je pense qu'il y a moyen, soit on reste à Marrakech, soit on vient ici, mais ça me démange. Ça me démange vraiment parce que c'est un équilibre dans tout. Et même sur la route, c'est pas si dangereux que ça parce qu'en fait, tout le monde conduit dans son truc, mais je n'ai pas vu un accident depuis que je suis là. Le seul que j'ai eu, c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais. C'est moi qui me suis vautré, donc... J'ai pas encore fait, mais ça, faut faire attention quand même. Là, Ouais. Les scooters ici, c'est un peu dangereux. Mais je trouve que après Marrakech, crois-moi, des accidents, j'en voyais tous les jours. Hein. Ah ouais. Alors que là, j'en ai pas vu un seul, vraiment. Donc, je sais pas si c'est le hasard qui fait ça, mais... J'essaierai un jour Marrakech. Ah, vraiment, bah tu viens, t'es Ça a bienvenu l'air- quand ça a tu l'air veux. vraiment Hein. sympa. Non, c'est vraiment trop cool. Ah ouais. Vraiment. C'est à faire, c'est pas cher. Il fait beau, les gens sont très gentils aussi. Tu manges pour vraiment des prix super abordables. Tu te loges pareil pour des prix super abordables. Donc, franchement, c'est dans le prolongement de Bali, mais juste un univers différent, quoi. Bah c'est cool. Donc, au plaisir de Vas-y. t'y voir. J'essaierai carrément. Avec grand plaisir. Et ben, merci Bah, pour ton temps. Merci à toi. Et on se tient au courant si je suis de nouveau de passage à Bali. Ah ouais, carrément, tu m'envoies un message avec grand on se fait plaisir. ça. Génial. Et ben, merci à toi, Erwan. Merci à toi. Ciao.